Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Grand Rebond, réalisée en partenariat avec Le Moment, média coopératif et citoyen qui donne la parole aux actrices et aux acteurs d'un monde soutenable. Je suis Mickaël Réau, le président de l'association Le Grand Rebond. Et pour cette émission, je suis accompagné de partenaires, d'intervenants de la deuxième édition du festival Faire Autrement, qui se déroulera au Famistère de Guise du 30 mai au 1er juin 2024. Faire Autrement, c'est une biennale internationale qui aborde de nombreux sujets liés aux transitions, avec la thématique entreprise et régénération, qui est le sujet de l'émission de ce matin. On traitera plus particulièrement des mutations socio-économiques. C'est un événement qui réunira des acteurs de tous les territoires qui s'engagent dans la transition pour mieux résister aux crises successives en expérimentant des modèles socio-économiques à la fois plus résilients et aussi plus désirables. Et pour commencer cette émission, je suis avec François Deroux. Bonjour François. Bonjour. Tu es le directeur du réseau d'éducation populaire Les Petits Débrouillards et tu es à l'initiative de ce festival Faire Autrement. Comment t'es venue l'idée ? Les idées, elles viennent toujours un peu bizarrement, puisque c'est né d'une rencontre déjà qu'on avait initiée en nous baladant en France avec la Convention citoyenne climat et tous les acteurs qui étaient embarqués dans cette histoire, et en la croisant cette histoire avec l'histoire des tiers-lieux qui étaient en pleine effervescence, et on cherchait finalement à la fin de cette tournée un endroit pour faire une finale. Et cette finale a donné lieu au premier festival Faire Autrement. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'attentes et beaucoup d'envie, de désir au-delà, on va dire, de ce prétexte de démarrage. Et que du coup, d'une finale, on a fait un début d'autre chose. Ce qui est souvent le cas dans la vie. Et toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu attends de cette deuxième édition ? Alors cette deuxième édition, elle est quand même un peu plus construite ou co-construite avec notamment tous les acteurs et les actrices qui sont embarqués dans cette histoire d'essayer de participer, de contribuer à éviter le pire, notamment dans la relation entre l'homme et la nature, mais aussi entre les humains, et qui essayent en entreprenant, en réalisant des choses dans tous les territoires, et qui sont embarqués dans une dynamique qui est extrêmement palpitante, intéressante, je trouve, et qui en fait travaillent souvent un peu chacun dans son secteur, hein. Donc j'aime à dire quand même que dans les entreprises, il y a aussi les associations, les coopératives, les mutuelles, et les entreprises qui sont avec des statuts juridiques très différents, mais finalement c'est des hommes et des femmes et derrière et surtout des projets, et des projets qui on l'espère, participe à améliorer la vie de chacun. Et donc chacun dans son secteur a un agenda, à répondre à un certain nombre de contraintes, parce que c'est comme ça, et il y a peu d'endroits où on se cause, où on se rencontre. Donc c'est d'abord ça. Et alors, ce matin, on va donner la parole à un certain nombre de partenaires de la thématique entreprise et régénération. Par ailleurs, tu mobilises aussi les réseaux dans lesquels tu es impliqué, notamment à travers l'éducation populaire. Est-ce que tu peux mentionner comme ça quelques partenaires des autres thématiques que entreprise et régénération ? Alors oui, il y a beaucoup de familles, si j'ose dire, et ça c'est bien. La diversité, c'est toujours une source de richesse et de résilience. Donc il y a le milieu associatif, donc le mouvement associatif auquel nous appartenons, donc qui sera très présent, donc avec donc tout le secteur de l'action sociale, tout le secteur du tourisme social, tout le secteur qui évidemment de l'éducation populaire, donc tu viens de parler, qui sera extrêmement présent. Il y a aussi donc ce secteur, c'est quand même un secteur qui représente 10% de l'emploi en France et 120 milliards de chiffre d'affaires. C'est pas des petits secteurs, le mouvement associatif. C'est méconnu. Je pense nécessite une plus grande place dans la société, en tout cas en termes d'interaction, qui est très présent dans les territoires, dans la résilience. C'est beaucoup de petites choses et aussi des grosses. Hein, il y a des très grosses structures. Il y a tout le secteur coopératif. Dans le secteur coopératif, c'est un peu moins de salariés,
puisque si on a 2,5 millions de salariés dans le secteur associatif, et donc le secteur coopératif, on est plutôt autour de 300-400 000. Par contre, le chiffre d'affaires, il est lui le triple. Donc le secteur coopératif est aussi extrêmement puissant. Donc il sera très présent donc sur le site avec beaucoup d'offres et de propositions de dialogue et de débat avec les questions qui le préoccupent. On a évidemment le secteur éducatif parce que pour nous c'est essentiel, hein, si on veut que tout ça à un moment toute cette richesse se transmette aux générations suivantes, il faut que tout de suite le secteur éducatif s'en empare et voit comment il va pouvoir former les générations suivantes à d'autres choses, d'autres façons de voir le monde, d'autres façons d'y participer et d'être créatif. Donc voilà, donc il y a toutes ces familles qui viennent là, il y a aussi les familles plutôt, on va dire, qui sont issues de la tradition humaniste et internationale, qui sont très présents en France. Donc il y aura de la présence de réseaux internationaux qui sont et de tout le secteur humanitaire qui aujourd'hui, on va dire, a fort à faire et avec qui il faut qu'on dialogue parce qu'on fera pas nos transitions écologiques juste en France. C'est clair. Donc on fera notre part, mais il faut très vite aussi dialoguer avec le reste de l'Europe et le reste du monde. Merci François. Alors, on va continuer l'émission avec une partie des partenaires ici sur place dans le studio. D'autres vont être tout à l'heure par téléphone. Mélanie Tisserand-Berger, bonjour. Bonjour. Tu présides le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, et tu participeras justement aux échanges du 30 mai sur la thématique RSE à la régénération. Comment le sujet est-il abordé, traité au sein du réseau CJD ? Alors au CJD, ça fait presque 25 ans qu'on travaille sur la notion de performance globale, qui est de dire que nous ne croyons pas dans une performance qui ne serait qu'économique, nous croyons dans une performance qui serait aussi sociale, sociétale et environnementale. Et donc pour ça, cette performance globale, elle se décline au sein du mouvement, au sein d'un COPIL déjà, donc d'un comité de pilotage qui va travailler sur les outils que l'on met à disposition de nos adhérents, et puis sur une commission donc dont se saisissent les jeunes dirigeants de l'association. C'est des commissions qui ont lieu à une dizaine de personnes, qui durent une année complète, où on va pouvoir travailler sur tout son modèle économique pour pouvoir le repenser au regard de toutes ces dimensions, au-delà de la dimension économique. Et pour les jeunes dirigeantes et dirigeants qui se mobilisent statistiquement un peu plus sur ces sujets, le CJD finalement est, j'imagine, d'autant plus porté que d'autres réseaux d'entreprises sur ces questions. Est-ce que la jeunesse des adhérents, selon toi, imprègne le sujet de la RSE encore plus fortement au sein du CJD ? Alors, c'est une bonne question. Je ne saurais pas dire si la jeunesse, en âge en tout cas, et amène à être plus sensibilisée à ces sujets-là. Quand on parle de la jeunesse, c'est toujours intéressant de aussi repositionner ce que c'est qu'être jeune. On dit que être jeune, c'est d'abord dans la tête, ce qui est déjà être un truc de vieux, hein, de dire ça, on va être clair. Néanmoins, la jeunesse, c'est aussi cette capacité que l'être humain, quel que soit son âge, a, s'il est capable de se remettre profondément en question et s'il est capable d'envisager l'avenir en se déconstruisant lui-même. On voit bien quand on est jeune, enfin moi en tout cas quand j'étais ado, j'étais prête à bouffer le monde, quoi. Le monde m'appartenait, je partais à l'aventure. Et ben partir à l'aventure aussi, quel que soit son âge, c'est important et ça permet de revoir ce que l'on estime. On a toujours considéré certaines une certaine vision du monde que on est capable de remettre en question avec cet esprit jeune que l'on doit tous entretenir. Très bien, merci beaucoup Mélanie Tisserand-Berger. On aura l'occasion de poursuivre ces réflexions le 30 mai avec toi et une partie des adhérents. On retrouve maintenant Luc Breton, fondateur de NextGen, qui est un écosystème
qui fédère plusieurs centaines de dirigeants et managers pour cheminer vers l'entreprise nouvelle génération. Et tu animeras pendant le festival une table ronde sur la gouvernance, le leadership et le management. Quel lien fais-tu entre ce changement managérial et le changement de modèle d'une organisation ? Bonjour Mickaël et bonjour à toutes et à tous. Le lien, il est consubstantiel en fait. C'est-à-dire que vouloir avoir de l'impact sans adapter sa gouvernance, c'est illusoire. On va pas aller très loin et réciproquement. C'est-à-dire que si j'ai un management à l'ancienne, c'est peu probable que j'arrive à générer un impact social, environnemental significatif. En tout cas, les gens qui rentrent dans les sociétés et qui voient de la dissonance sur cet alignement nécessaire, ils fuient. Ou alors, ils se désengagent, ce qui revient au même. Et aujourd'hui, moi, ce qui me frappe dans l'observation, puisqu'on est, tu l'as dit, on anime une communauté, on a une position d'observation en fait, et on se garde bien d'avoir nos propres jugements, mais plutôt de rapporter ce qu'on observe. C'est déjà extrêmement riche. On voit un clivage, un fossé grandir entre les entreprises que je qualifierais de classiques ou qui se disent responsables. Alors les entreprises classiques, c'est quoi ? C'est la maximisation du profit, le respect strict des lois. Voilà, je fais le minimum. Les entreprises responsables, c'est j'ai quelques principes RSE et puis j'ai un département qui s'occupe de ça, mais qui en réalité a un pouvoir limité. Donc ça, c'est la première catégorie, je dirais, c'est quand même la grande masse. Hein, on va se dire les choses. Et moi, je suis dirigeant d'entreprise, donc je vois bien, je vois bien ce qui se passe parmi mes pairs. Et puis de l'autre côté, les entreprises qu'on va qualifier de contributives, qui sont significativement quand même nombreuses, mais qui sont quand même dans la minorité, dans ce groupe minoritaire, et puis les entreprises dites régénératrices. On a organisé ensemble un sommet là-dessus, c'était le deuxième que l'on faisait, qui là, pour le coup, sont plus soit de l'ordre du concept, soit vraiment lacunaires en termes d'exemple, mais extrêmement inspirantes. Les entreprises contributives étant sur une ambition sociétale claire, qui est vraiment intégrée dans le business model. On va au-delà des obligations légales, et l'entreprise régénératrice, c'est du net positif. On répare, on restaure l'environnement, mais aussi la société. Hein. L'un et l'autre sont au moins aussi importants. Quand on génère des burn-out et des problèmes dans la société, ça coûte quand même très cher globalement à la société. Et le RSE est dans l'ADN, dans le moteur. Voilà. Donc le sujet aujourd'hui, si on arrive à avoir une gouvernance où on engage les gens dans le projet, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable pour les entreprises traditionnelles de s'attaquer au moteur et d'essayer de le changer, entre guillemets, en plein vol, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas arrêter la société quand même, mais il faut arriver à se transformer radicalement tout en continuant d'opérer. Et puis pour les entreprises nouvelles, pour ça que le CJD, je pense, a beaucoup d'écho vers des entrepreneurs qui démarrent des aventures ou qui développent des entreprises avec des ambitions, c'est de partir tout de suite sur les bonnes bases. Et donc, c'est très important d'avoir des exemples, des rôles modèles dans la société. Sur notre dernier événement, on a remis des trophées. Tu en as remis un, Mickaël, notamment. Alors, je peux les citer. Hein. Il y avait Arès, Moulineau, Maubion, Mustela, Materop, dans des secteurs d'activité à la fois industriels, services. C'est beaucoup plus facile de faire du régénératif sur du service. C'est beaucoup plus challenging sur de l'industrie de la fabrication. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont possibles et l'enjeu est tellement important qu'il faut s'y mettre tout de suite. On n'a pas vraiment le choix en réalité. Et tout au long de l'année, les agendas sont bien remplis, beaucoup d'événements, beaucoup de sollicitations. Et tu le disais, tu en organises assez souvent. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui aux managers, aux dirigeants et dirigeants qui nous écoutent, pourquoi bloquer une journée, 2 journées pour venir à ce festival ? C'est une excellente question. En fait, tout part du mindset, de l'état d'esprit. Si vous voulez emmener les gens dans une transformation contre leur gré, c'est-à-dire vouloir le bien des gens à leur insu, ça ne marchera pas. En fait, les transformations où on impose les choses, l'humain, il a cette liberté intrinsèque de les refuser. Par contre, quand il comprend le sens, hein, on parle beaucoup de sens et de désengagement au travail. Aujourd'hui, Gallup mesure le désengagement. Il n'a jamais été aussi important. On n'a jamais eu autant d'absentéisme dans les entreprises. C'est pas le fait du hasard et c'est pas lié au Covid puisqu'on en est sorti maintenant depuis un moment.
C'est lié à cette absence de sens. C'est pour ça qu'il faut réaligner le sens et les modes de management pour avoir de l'impact. Et ces journées comme ça, comme faire autrement, doivent permettre à des gens qui se posent des questions, qui intuitivement sont pas idiots. Hein. Personne n'est idiot. Tout le monde est bombardé d'informations et tout le monde comprend ce qui est en train d'arriver en fait. Les problèmes, on les a au fond de soi. On les connaît peut-être pas dans le détail, mais on les a au fond de soi. Et simplement participer à des journées comme ça pour structurer sa pensée, échanger, confronter les idées, c'est hyper important pour se faire une conviction personnelle et se dire, OK, maintenant, faut bouger, quoi. Il y a pas le choix et on peut pas le faire seul. On peut pas le faire seul parce que les entreprises où on travaille seul, ça n'existe pas. Merci Luc Bretonne. Bien, maintenant, on va se rendre à Guise, qui accueillera le festival, qui est près de Saint-Quentin dans l'Aisne. Donc on prend, si on part de Paris, un train gare du Nord, on arrive à la gare de Saint-Quentin et là une navette nous dirige vers le Famistère de Guise où nous retrouverons Bruno Hérault, qui est coordinateur général du Famistère de Guise et qui va nous accueillir dès le 30 mai. Bonjour Bruno, tu es avec nous? Bonjour Mickaël, je suis là. Alors l'équipe du Famistère fait partie de l'organisation du festival qui se déroule dans ce lieu emblématique et chargé d'histoire. Pour les auditrices et les auditeurs qui découvrent à travers cette émission le Famistère de Guise, est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots brièvement, même s'il y aurait beaucoup à dire? Oui, bien sûr. Écoutez, quand vous viendrez au Famistère de Guise pour la Biennale Faire Autrement du 30 mai au 1er juin, vous découvrirez là un exceptionnel berceau de l'économie sociale. Il faut que vous sachiez que le Famistère, fondé par Jean-Baptiste André Gaudin au milieu du 19e siècle, est l'une des expérimentations sociales les plus ambitieuses du monde industrialisé. Et moi, j'aime toujours dire que vous y serez positivement marqué et que vous n'en repartirez pas indemne. Ainsi, vous serez surpris par l'échelle du palais social, conçu avec ses 500 logements pour 1600 personnes. Vous serez aussi étonné d'une organisation et d'une gouvernance exceptionnelle qui donne du sens, comme l'évoquait Luc à l'instant. Celle de l'association coopérative du capital et du travail créée en 1880 par Jean-Baptiste André Gaudin, qui va permettre aux familistériennes et familistériens d'être collectivement propriétaires de l'usine, des logements et des multiples services intégrés. Tout ceci est fortement inspiré par l'utopie littéraire du phalanstère, écrite par Charles Fourier au début du 19e siècle, dont sa lecture est une révélation pour Gaudin. Il crée ensuite le familistère, qui devient ainsi une utopie réalisée. Et pendant une centaine d'années, le familistère a offert à plusieurs générations de familles, de travailleurs de l'usine, d'une part des pavillons d'habitation collective très modernes, et puis d'autre part de nombreux équipements de service, dont vous pourrez observer la qualité. Il faut dire que l'éducation est au cœur du projet, avec un merveilleux théâtre où vous partagerez des conférences et débats pour faire autrement. Ils sont adossés les écoles maternelles et primaires, encore utilisées aujourd'hui. Tout cela avec une crèche, une piscine, un jardin et des promenades, une buanderie et des magasins. Ce grand palais social est ainsi constitué de ce que Gaudin appelle les équivalents de la richesse, dont la redistribution doit être équitable. Et alors, quoi de plus inspirant que de nous rassembler dans ce lieu emblématique pour faire autrement, pour réinventer ensemble notre futur, tout comme Gaudin a su le faire en son temps, si brillamment. Aujourd'hui, au Familistère, partageons et réfléchissons à faire autrement afin que nos propres utopies contemporaines deviennent réalité demain, grâce à nos engagements partagés et à notre coopération. Merci Bruno pour cette description. Là, on avait l'impression presque d'y être. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le lieu, recherchez en tapant Famistère de Guise sur Internet parce que les photos parlent également d'elles-mêmes. Ça donne d'autant plus envie d'être sur place pour s'inspirer. Et la démarche de Gaudin que tu as brièvement évoquée, Bruno, en tant qu'industriel du 19e siècle, quel lien ferais-tu avec la thématique entreprise et régénération au 21e siècle ? Oui, Mickaël, au milieu du 19e siècle, face à la grande injustice sociale, accentuée par la révolution industrielle, Gaudin fait acte de résistance. En s'appropriant l'œuvre de Charles Fourier, il fait aussi preuve d'inspiration et en quête de solutions sociales innovantes pour réformer très concrètement la société du 19e siècle, Gaudin fait enfin acte d'expérimentation. Alors pour les entrepreneurs et acteurs du 21e siècle, aujourd'hui, Gaudin, grand capitaine d'industrie, je crois qu'il nous suggère ainsi plusieurs chemins possibles. D'abord le chemin des résistances à la destruction des liens sociaux et de la planète pour aller vers sa régénération.
le chemin de l'ouverture à des inspirations toujours nécessaires pour bouger les lignes et pour mieux connecter, entre autres, les champs de l'économie, des relations humaines, de la protection de l'environnement, entre lesquels il nous faut briser nos frontières mentales. Et puis enfin, le chemin du droit et du devoir d'expérimentation afin d'agir et de réagir dans l'association et la coopération entre les individus. Et j'ai envie de dire entreprises, associations, institutions, citoyens, pour faire autrement, de façon sérieuse mais aussi très festive. Nous invitons ici au Familistère pour venir rencontrer Gaudin et son œuvre du 30 mai au 1er juin prochain. Au Familistère de Guise, vous êtes les bienvenus. Merci Bruno Hérault. Bien, à présent, nous allons quitter le Familistère de Guise pour faire quelques pas et arriver à l'usine de Maubion qui est juste à côté et qui recevra une partie du festival. Pour en parler, je reçois Christian Bruer, président de Maubion, qui est une entreprise qui construit des scooters électriques made in France et à pérennité programmée. Bonjour Christian. Bonjour Mickaël. Tu as une usine de production qui est à 2 pas du Familistère. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il va se passer dans l'usine de Maubion pendant le festival ? On va recevoir les festivaliers pour les soirées déjà, et puis sinon on va montrer nos flux industriels dans l'usine, qui sont des doubles flux, puisque chez Maubion on a une logistique et une logistique inverse, puisque nous ne vendons pas nos produits, nous les vendons à l'usage, ce qui nous permet de les récupérer en fin de contrat pour pouvoir les remanufacturer, ce qui fait de Maubion l'offre la plus soutenable et la moins chère d'Europe. Alors justement, tu interviendras pendant le festival sur la thématique entreprise et régénération, sur un atelier dédié à la circularité, à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui se terminera par une visite directement dans l'usine de la chaîne de production, parce que c'est toujours plus concret de voir concrètement l'éco-conception d'un produit, comment il se traduit. Il y a notamment une particularité chez Maubion, c'est que tout est le plus démontable possible et les pièces ont des cycles de vie qui sont poussés à l'extrême. Oui, effectivement, on a découvert que la plupart des produits complexes font coopérer des composants qui ont des natures très différentes, puisque il y a dans un même produit des polymères, des métaux, des composants chimiques ou des roulements, enfin des composants d'usure. Et aujourd'hui, on a tendance, pour des raisons de compétitivité dans l'industrie linéaire, à faire des choix de fabrication qui permettent de gagner du temps, d'avoir moins de composants. Donc, on va utiliser de la colle, de la résine ou du sertissage, qui ensuite ne permet pas de démonter les produits pour pouvoir les réparer, ou chez nous les remanufacturer, puisque c'est l'idée de Maubion, c'est d'utiliser la remanufacturation, c'est-à-dire comment un composant qui est toujours valide peut être réemployé dans un process industriel. Et on s'est rendu compte que ça avait pas mal de vertus, et même des vertus financières et comptables, puisque grâce à cette conception démontable, on peut utiliser une loi de finances de 2016 qui s'appelle la loi des composants, et qui permet d'amortir du coup les composants sur des durées beaucoup plus longues que le produit dans sa globalité, puisque par exemple, un scooter électrique, en général, un expert comptable va l'amortir sur 2 ou 3 ans, alors que avec la loi des composants, comme on a certains composants qui ont des durées de vie jusqu'à 20 ans, comme les aimants permanents par exemple, ou les bobinages en cuivre, ou tous les métaux en général, il y a de l'inox, de l'aluminium anodisé, ce sont des métaux qui durent très longtemps, et que les métaux coûtent beaucoup plus cher que les autres composants, du coup on a une durée de vie moyenne du produit, de la valeur du produit, qui est de 14 ans. Donc du coup, ça nous permet d'avoir un prix de revient industriel pour nos offres de services qui sont très en dessous en termes de prix que les produits, même asiatiques, les produits chinois ou indiens, finissent par être plus chers alors qu'ils sont souvent de moindre qualité, parce que on a cet avantage comptable lié à cette décision de faire de la remanufacturation et d'utiliser donc la loi des composants pour le faire grâce à l'éco-conception démontable. Voilà. Merci beaucoup Christian Bruer, on a hâte que tu nous montres tout ça le 30 mai, et ça fait partie de ces modèles inspirants qui vont être présentés aux festivaliers. À présent, on va rester en région Hauts-de-France avec Nathalie Bardaille.
Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Michael. Tu es chargée de mission transition écologique et solidaire au sein du réseau d'acteurs économiques l'APES. Oui, tout à fait. Et pendant le festival, l'APES interviendra sur la table ronde territoire en transition et ancrage local des PME. Est-ce que tu peux nous dire en quoi la complémentarité des acteurs est essentielle dans vos missions ? Oui, bien sûr. L'APES, c'est un réseau d'acteurs en Hauts-de-France qui accompagne des projets économiques de transition solidaire sur les territoires. Et ce qu'on constate, c'est que c'est très rare que sur un territoire, par exemple un bassin de vie, on trouve un seul acteur qui soit en capacité de répondre aux enjeux écologiques et aux besoins sociaux du territoire. Donc parfois, on a la tentation, c'est vrai, d'aller chercher des entreprises extérieures de grosses dimensions, sachant que ça pose quelques difficultés, notamment parce que la gouvernance elle est extérieure, et puis parfois ces entreprises sont un peu tentées par la recherche du volume pour rentabiliser. Et en fait, on s'aperçoit que si on coopère localement, si on rassemble un certain nombre d'acteurs locaux, des entreprises de l'économie solidaire, mais pas que, la collectivité aussi, les entreprises classiques, si on peut dire, et qu'on cherche une complémentarité, on arrive la plupart du temps à répondre aux besoins du territoire, même si ça prend un peu de temps en amont, parce que c'est vrai que il faut repérer qui fait quoi. Parfois, on n'a pas tous les acteurs, il faut attendre un petit peu de faire monter des projets. Mais si on est sur une coopération, un agencement local, je donne un exemple sur la gestion des déchets et des biodéchets par exemple, on va regarder si on a quelqu'un qui peut faire la collecte, si on a quelqu'un qui peut faire la valorisation, s'il y a des moyens financiers engagés, et puis aussi on va s'attacher au comportement, à l'accompagnement des citoyens sur cette dimension. Et en fait, souvent, ça signifie plus d'alliances, plus de coopération. Et ça permet finalement pour chacun des acteurs économiques du territoire d'intervenir à la hauteur de ses compétences, de ses savoir-faire, et en fait d'avoir une partie de la réponse. Et d'œuvrer ensemble à une réponse locale, et on s'aperçoit que cette réponse, elle est souvent augmentée, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à plusieurs, la valeur ajoutée du projet pour le territoire, nous semble-t-il, va être supérieure. Parce que souvent, on s'aperçoit qu'il y a une meilleure prise en compte des besoins. On combine plus facilement une approche technique et une approche sociale. Par exemple, sur les biodéchets, on sait que c'est pas parce qu'on fait de la collecte, de la valorisation que ça fonctionne. Il faut un accompagnement des citoyens, un accompagnement des acteurs. Et puis, on conserve une gouvernance locale, inclus et mobilisée sur le projet. On développe les savoir-faire locaux. C'est toujours, par exemple, sur de la rénovation énergétique, c'est toujours intéressant d'avoir des entreprises qui vont devenir compétentes, se développer sur la question de la rénovation durable, par exemple. Et puis, évidemment, ça développe l'emploi, ça développe l'activité sur le territoire, et on s'appuie sur les ressources locales qu'on fait croître. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi. Je donne l'exemple des biodéchets. C'est quand même plus intéressant d'avoir du biodéchet qui est valorisé en local plutôt que ce biodéchet qui finalement est une ressource sorte du territoire. Voilà, donc on le voit, les effets sont multiples et puis il y a des plus-values à travailler de cette façon-là, même si ça prend un peu de temps, même s'il faut travailler sur la coopération, c'est pas toujours facile, il faut le reconnaître, mais on développe l'ingénierie et l'innovation locale. Très bien. Voilà ce qu'on peut dire. Merci beaucoup Nathalie Bardaille. J'en profite pour souligner que l'APES animera aussi un atelier sur les nouveaux modèles économiques. Donc il y aura énormément de remontées de terrain et de retours d'expérience de votre part au festival. Encore merci Nathalie. Voilà, merci beaucoup Mickaël. À bientôt. À bientôt. Sur la table ronde de territoire en transition et ancrage local des PME, nous aurons également la participation d'Openland et on retrouve tout de suite Walter Bouvet qui est cofondateur d'Openland. Bonjour Walter. Bonjour Michael. Openland viendra partager un retour d'expérience notamment sur le programme Regenerate Pays de la Loire. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Bien sûr, avec plaisir. Le programme Regenerate, il est parti d'un constat qui est que quand on travaille sur l'entreprise ou les organisations régénératives,
se pose toujours la question du lien au territoire et du lien à la fois d'impact et de dépendance au territoire sur lesquels on opère. Et dans ce lien-là, on a une vision qui est souvent centrée sur la chaîne de valeur, et c'est bien normal. On va travailler sur le sourcing, on va travailler en aval avec les partenaires, les clients, etc., et revoir les modèles économiques le cas échéant. Mais une entreprise est toujours ancrée quelque part, et une organisation est toujours ancrée quelque part. Et elle dépend de l'état des écosystèmes de ce territoire. Donc l'idée, c'était de dire, à l'échelle d'une région, Pays de Loire, on va établir un diagnostic territorial qui va croiser les enjeux écologiques, l'état des écosystèmes et les enjeux économiques, le poids de l'économie, sa dépendance vis-à-vis des écosystèmes et ses impacts en retour. Et à partir de là, travailler sur l'identification des innovations qui sont en émergence sur ce territoire pour apporter, remettre le vivant au cœur des dispositifs économiques, au cœur du développement économique, et voir comment, collectivement, organisations privées, publiques, relever des défis de territoire, c'est-à-dire s'intéresser pas seulement au marché et à la chaîne de valeur, mais s'intéresser à la résilience du territoire. Qu'est-ce qui fait que ce territoire va être résilient et que demain, moi, organisation, sur ce territoire, je vais être résiliente parce que mon territoire est résilient. C'est ça le point de départ. Très bien. Et Openland sera également présent dans l'espace démonstrateur pour un quiz autour de la fresque de l'économie régénératrice. À qui s'adresse ce quiz et quel est l'objectif ? Alors, pour être précis, c'est la fresque de l'entreprise régénérative. Ça s'adresse à des personnes qui travaillent en entreprise, à des dirigeants d'entreprise, à leurs collaboratrices, collaborateurs. L'idée, c'est de comprendre en quoi, justement, l'entreprise aujourd'hui est dans une situation de dépendance vis-à-vis du vivant et vient impacter ce vivant en retour. Et quels sont, alors quand on parle du vivant, vivant humain ou non humain, hein, donc les écosystèmes, mais aussi évidemment les systèmes humains, et comment en retour, quel modèle, quelles actions elle peut imaginer, quel levier d'action elle peut imaginer cette entreprise pour tendre vers une approche régénérative. On sait tous que l'entreprise régénérative, c'est quelque chose qui est, c'est une trajectoire, hein, c'est quelque chose qui est lointain. Et d'ailleurs, la régénération, ça se joue plutôt à l'échelle d'un territoire, voire de la planète, soyons ambitieux, que simplement d'une entreprise. Donc cette fresque est là pour poser pardon, le principe de la chaîne de valeur, la notion de dépendance et d'impact de la chaîne de valeur sur les écosystèmes humains et non humains, et les leviers d'action que l'on peut envisager pour opérer une nouvelle trajectoire. Et puis on y ajoute une petite conclusion autour du récit d'entreprise pour voir comment une organisation, une entreprise peut, à son échelle, se projeter dans 10 ans, dans 15 ans, dans une économie qui aurait fait le basculement collectif vers la régénération. Merci Walter Bouvet et rendez-vous le 30 mai. Merci Mickaël, à bientôt. Bien, on se retrouve de nouveau en studio avec un nouveau tour de table de partenaires du festival Faire Autrement, et on va commencer avec un échange avec Marguerite Deschamps, Descamps, je l'ai vu dans les yeux, qui est responsable du développement de l'accompagnement chez BPI France. Bonjour Marguerite. Bonjour Mickaël. Merci d'être là. Alors, BPI France s'est saisi depuis 3-4 ans des questions environnementales et énergétiques en partenariat avec l'ADEME. Ce sont plus de 3000 PME qui ont déjà été accompagnées. Il y a un objectif de 3000 entreprises supplémentaires en 2024. Quels sont les dispositifs qui sont déjà en place aujourd'hui ? Alors, il y a 5 dispositifs qui me paraît intéressant de souligner aujourd'hui. Co-construit avec l'ADEME, c'est-à-dire qu'on a défini avec l'ADEME des démarches standardisées, référencé des bureaux d'études partout sur le territoire pour vous accompagner et cofinancer ces diagnostics. Il y en a 4. Le premier sur la réduction des gaspillages, eau, énergie, matière, déchets, sur les 4 flux. Donc vous êtes à la fois un diagnostic, un plan d'action chiffré qui vous permet d'identifier les économies que vous pouvez réaliser. Deuxième diagnostic, ce qu'on appelle le diag décarbonation, qui vous permet de réaliser un bilan carbone scope 1, 2, 3, co-construire votre plan de transition et vous doter d'une stratégie de valorisation vis-à-vis de vos sous-traitants, fournisseurs, partenaires bancaires, investisseurs, pour leur expliquer pourquoi vous vous lancez dans cette démarche de transition et de décarbonation. Le troisième, diag Perfimo, qui vous permet de vous mettre en conformité avec
le décret tertiaire. Si vous faites plus de 1000 mètres carrés, il vous faut travailler sur les audits énergétiques de vos bâtiments et de vous doter de scénarios chiffrés de réduction de ces consommations énergétiques. Et le dernier, sur l'éco-conception, avec une analyse de cycle de vie au centre de cette démarche de diagnostic qui va vous permettre, pour un produit, process ou procédé, de rentrer dans une démarche d'éco-conception environnementale, donc de réduire l'impact de votre produit, service ou procédé. Et en 2024, BPI France continue dans cette lancée avec des nouveaux dispositifs, notamment autour des enjeux d'adaptation et de biodiversité, c'est bien ça ? Exactement, donc il y a 2 diagnostics qui sont en construction. Le premier avec l'ADEME sur l'adaptation aux risques physiques climatiques. L'actualité est forte en ce moment, vous avez vu le rapport de la Cour des comptes. Donc de la même manière, on veut accompagner les entreprises à faire un diagnostic de vulnérabilité face aux risques physiques climatiques, sécheresse, inondations, feu et autres mouvements de terrain, et de se doter d'un plan de résilience pour les prochaines années. Et un deuxième diagnostic est en co-construction avec l'Office français de la biodiversité sur un diagnostic biodiversité pour permettre aux entreprises de prendre conscience des facteurs de pression qu'elles représentent pour la nature, des services écosystémiques de la nature dont elles dépendent, et travailler sur leur impact positif sur ces enjeux-là. Merci beaucoup Marguerite Descamps, tu viendras nous en dire plus lors du festival et notamment à l'occasion de la table ronde de la RSE à la régénération. Les modèles régénératifs nous amènent parfois à hybrider les modèles, et on en profitera pendant le festival pour présenter des modèles qui sont parfois un peu moins connus, et on va justement en aborder un qui est la SIC avec Pierre Pacaud. Bonjour Pierre. Bonjour Frédéric. Tu es cofondateur de la SIC Télécope. Alors, les gens ne le voient pas s'ils nous écoutent en podcast, mais tu as ton logo bien visible que tu portes sur toi. Donc, on sent que Télécope est une marque incarnée, qui est le premier opérateur télécom coopératif. Et une SIC, pour rappel, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots le modèle économique de Télécom et les quelques chiffres clés ? Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, Télécope, ça existe depuis 4 ans. On a environ 8000 abonnés à nos forfaits de téléphonie mobile, et nos abonnés sont engagés dans une démarche de sobriété volontaire qui permet en 2023 d'économiser 76 tonnes de CO2 à travers l'allongement de la durée de vie des téléphones, hein, parce que c'est un enjeu de conserver les appareils numériques le plus longtemps possible, un enjeu ressources et un enjeu impact carbone, et aussi à travers un petit peu moins de temps d'écran, un petit peu moins de chica, lever la tête. Et là, il y a des impacts santé qu'on mesure pas, mais c'est un sujet qu'on entend de plus en plus aussi dans l'actualité récente. On est 12 salariés. Et notre modèle économique, c'est celui d'un MVNO, c'est un opérateur de téléphonie mobile virtuelle. Donc, on utilise un réseau d'infrastructure d'Orange. Donc, notre service télécom fonctionne extrêmement bien. Et on vient ajouter la couche accompagnement, service client et transition écologique, qui représente, pour chaque euro dépensé, il y a environ 10% qui revient à ces actions-là. Et pourquoi avoir choisi le statut de SIC chez Télécope ? Alors, c'était une évidence que dans le secteur des télécoms, il fallait arriver pour changer les règles du jeu. On est face à des acteurs énormes, des multinationales, pour lesquels l'intérêt principal, finalement, c'est la rémunération et la distribution des dividendes aux actionnaires. Le modèle des SIC propose de faire les choses complètement différemment et de mettre au même niveau l'intérêt, finalement, des abonnés de la planète. Et ce modèle-là nous permet à la fois de créer un phénomène de réappropriation citoyenne, puisque les abonnés sont aussi des sociétaires de l'entreprise. Donc c'est presque un bien commun. On revient presque à de l'intérêt général, comme à l'époque où France Télécom était publique. Et en un mot, tu es aussi administrateur des licornes qui réunit 13 coopératives. Quel est l'objectif des licornes ? Alors, les licornes, on est là pour prouver que dans tous les secteurs d'activité de la consommation courante, les biens communs, donc la mobilité, la banque, l'énergie, l'alimentation, le numérique, les vêtements, même de seconde main, il y a des alternatives qui sont sociales et éco-responsables et qui ont des modèles hybrides, des modèles différents qui leur permettent d'aller beaucoup plus loin qu'une entreprise, entre guillemets, classique, suivant le modèle de la distribution de dividendes. Donc, ces alternatives-là, elles sont ancrées dans
deux principes, c'est le juste partage de la richesse et du pouvoir également. J'ai parlé tout à l'heure du fait que les abonnés, les sociétaires viennent s'inscrire dans la gouvernance de la structure. Donc, c'est des valeurs qui sont anciennes, les valeurs coopératives, et pourtant, aujourd'hui, je pense qu'elles sont d'une très grande modernité. Et donc, c'est ça que les licornes représentent, c'est cette modernité de fonctionnement pour un avenir durable. Merci Pierre Pacaud. Et pour en savoir plus sur Télécoop, on aura aussi dans l'espace corner démonstrateur du festival une présentation pour les personnes qui veulent en savoir plus sur le modèle et peut-être adhérer, rejoindre Télécoop, qui a d'ailleurs mené une levée de fonds il n'y a pas si longtemps sur l'ITA, qui est une plateforme de financement participatif, dont nous recevons ce matin le directeur des investissements, Clément Benamou. Bonjour Clément. Bonjour. Donc le financement, c'est un peu le nerf de la guerre d'une manière générale. Pendant le festival, tu participeras à la réflexion sur les sources de financement pour faire autrement. Et l'ITA est une des réponses possibles. Est-ce que tu peux nous dire comment fonctionne la plateforme et nous partager quelques chiffres clés sur les volumes? Oui, bien sûr. Déjà, je voudrais commencer par répondre à la première partie de la question. Pour faire autrement et pour financer le faire autrement, il faut faire autrement de la finance. Et on ne pourra pas financer la transition écologique et sociale avec le modèle financier actuel. Je pense que le premier sujet à se redire clairement entre nous, c'est la finance, c'est pas un sujet technique, c'est un sujet politique. Et aujourd'hui, ça influence dans quelle entreprise on investit. Quel type de modèle? Est-ce que c'est des modèles coopératifs? Est-ce que c'est des modèles très capitalistiques? Est-ce qu'on va faire du low-tech, du high-tech? Donc en fait, ces choix-là, ces choix économiques, et c'est derrière des choix de société. Donc la finance a un pouvoir, une responsabilité énorme, et aujourd'hui, elle est complètement intermédiée avec plein d'acteurs qui n'ont pas forcément la lisibilité les uns envers les autres. Et quand on est du côté de l'épargnant, en fait, ou de l'épargnante, qu'on ait 100 € sur un compte en banque, ou un livret A, ou une assurance vie, on ne sait pas où mon épargne va aller. Là, il y a des gens qui nous écoutent, ils sont peut-être en train de financer les énergies fossiles sans le savoir, juste en ayant un compte courant dans telle ou telle banque. Et de l'autre côté, on a des sociétés qui sont des sociétés de gestion, des gestionnaires d'actifs, qui eux ne savent pas du tout ce que veulent les épargnants. Ils savent pas quel type de modèle ces épargnants veulent soutenir, ils savent pas où aller précisément, et en fait ils sont guidés par une seule chose, c'est ce que leur demandent les derniers intermédiaires parmi toute la chaîne d'intermédiaires, qui leur disent en fait il faut que tu nous sortes du 15-20% par an en rendement. Et c'est ça globalement qui guide les investissements aujourd'hui, et on voit bien qu'il y a un vrai problème, parce que si on réunit simplement les acteurs, d'un côté les épargnants et de l'autre côté les entreprises et les coopératives qui veulent simplement faire des choses ensemble, en fait on réduit le nombre d'intermédiaires et puis on fait des projets qui sont plus vertueux. Et nous, c'est depuis, en tout cas ce qu'on prône chez l'ITA, c'est le circuit court de la finance, et depuis 9 ans c'est ce qu'on fait. Donc on a levé, pour répondre à ta question sur les chiffres clés, on a levé plus de 150 millions d'euros sur la plateforme, uniquement en épargne citoyenne et uniquement dédié à des entreprises et des coopératives sur la transition sociale et environnementale. Et donc 250 entreprises et coopératives, je l'ai pas mentionné, et on a aussi créé une application qui s'appelle Rift, et cette application donc donne une transparence la plus complète possible sur où va l'argent quand j'épargne. Si j'ai encore une fois un compte en banque, un compte courant classique, un livret A, une assurance vie, on a récupéré plein de data, et puis on essaye de tout rassembler pour donner aux citoyens un peu cette lisibilité là qui malheureusement n'est pas permise par le système financier. Et tu as aussi une casquette d'animation de l'écosystème agriculture et alimentation au sein de l'ITA. C'est dans ce cadre-là que tu vas intervenir sur un atelier autour de l'agriculture régénératrice, qui est un sujet d'actualité. Tu seras notamment aux côtés de Marc Dufumier sur ce créneau. Quels sont les projets qui ont récemment été accompagnés par l'ITA dans ce secteur? Là, je vais d'abord répondre à un des morceaux de la question. C'est déjà, c'est quoi l'agriculture régénératrice? Je pense que c'est ça qui est hyper important et même primordial de redéfinir. Parce que le jour, j'étais au sein de l'agriculture, il y avait une grosse marque que je citerai pas, un gros acteur, une grosse multinationale agroalimentaire qui avait pour slogan Génération Régénération. Et donc, ils peuvent le clamer, mais faut voir un petit peu les preuves qu'il y a derrière, et il faut voir ce qu'on met derrière ces mots-là, quoi. Donc, je pense qu'un des enjeux de faire autrement et de ces ateliers, c'est justement de bien définir ce qu'est notre conception du régénératif.
de l'entreprise régénérative, de l'agriculture régénérative, et de le mettre dans un cahier des charges qui soit précis, et un peu comme on a fait en bio à l'époque, qu'on ne puisse pas utiliser ce mot à tort et à travers parce qu'il risque de perdre de son sens. Et donc pour répondre à ta question, donc nous l'État, on n'a pas tout encapsulé derrière un mot, mais on a 6 axes sur lesquels on veut vraiment pousser au niveau du système alimentaire. C'est évidemment la relocalisation, c'est évidemment la décarbonation, la désartificialisation, et là ça va de la fourche à la fourchette, on peut désartificialiser des sols tout comme des plats, c'est la préservation de l'eau, la préservation de la biodiversité, la préservation de l'humain, à travers les sujets de répartition de la valeur, on sait que c'est un gros sujet en ce moment, et évidemment tous les sujets santé des consommateurs et information des consommateurs. Et donc du coup, pour répondre à la fin de la question, on a financé une quarantaine d'entreprises et de coopératives sur la plateforme sur le sujet alimentaire. Et donc, pour t'en citer quelques-uns et quelques-unes, il y a Eloi qui fait des transmissions de fermes en agroécologie, il y a Jardine Envie qui fait des semences libres, Terrafine qui est une foncière solidaire qui aide aussi, pareil, sur les sujets de transmission pour préserver la taille des parcelles agricoles. Et on sait que plus les exploitations sont grosses, plus elles ont tendance à faire des choses qui vont pas dans le sens de la transition. Et côté transformateur, on a Omi et compagnie, Pour Demain, Jubile, Funky Veggie, et on vient de finir côté distributeur une campagne pour La Fourche, donc, qui est le plus gros distributeur bio online, 2,5 millions, et nous Anti-Gaspi, qui est en collecte en ce moment. D'ailleurs, si vous voulez sur la plateforme, n'hésitez pas. Merci Clément Benamou. On accueille à présent Fanny Bénard, qui est directrice générale associée de Buy Your Way et membre de l'opération Milliard qui sera officiellement lancée par Bastien Siby dans quelques jours. Comment et pourquoi est née cette opération Milliard, Fanny ? Alors l'opération Milliard, elle part d'un constat, c'est qu'on est des milliers de dirigeants, de militants, de porteurs de projets qui avons des solutions pour la transformation écologique juste, des solutions pour faire face aux crises actuelles qu'on voit écologiques, sociales, démocratiques. Et que ces projets, ces structures, ces associations, elles ont du mal à vivre et à devenir majoritaires dans le modèle économique parce qu'elles ont du mal à se financer, justement. Et aujourd'hui, pourquoi ? Parce que, comme on vient de le voir, les modèles de financement aujourd'hui sont principalement basés sur la rentabilité du capital. Or, nos structures, nos projets, nos associations, c'est souvent des structures d'humains, des structures qui sont pas là pour rémunérer le capital, mais pour apporter des solutions écologiques et sociales à notre monde aujourd'hui et au XXIe siècle. Et donc là, en effet, on a ce paradigme a changé. Et donc, l'idée de Bastien Siby, quand il lance son appel au printemps 2023, c'est de dire, relions-nous, faisons réseau d'abord, et puis trouvons ensemble la façon dont on veut financer, trouvons les financeurs, et pour commencer, levons 1 milliard. Et donc, voilà le pourquoi de l'opération 1 milliard. Et sur le comment, l'idée justement, c'était de pouvoir se lier les uns aux autres, d'abord en tant qu'individus qui partageons ces mêmes valeurs et ce même constat, mais aussi de relier ensemble les réseaux qui souvent, dans nos mondes associatifs, coopératifs, monde de l'ESS, en tout cas, de la transformation écologique juste, se multiplient, mais n'ont pas forcément d'endroit pour se lier avec des objectifs concrets. Et c'est ça vraiment le comment de l'opération Milliard. Et quelles sont les grandes échéances à venir, là, les étapes phares de ce programme ambitieux ? Alors, comme je disais, Bastien Siby a lancé l'appel pour lever ce milliard au printemps 2023. On a eu une première étape où on s'est rencontrés au Bernardin en juillet, qui a permis de jeter les bases un petit peu des valeurs, des projets, de dresser le plan d'action aussi, parce qu'on est vraiment avec un objectif d'action et de faire. Et puis, on est quelques dizaines à avoir travaillé entre juillet et maintenant, à structurer les choses, à poser la gouvernance, à créer une association, enfin voilà, à faire exister toute cette matière. Pour maintenant pouvoir se lancer officiellement en tant qu'opération Milliard le 26 mars. Et on organise ce qu'on appelle la grande réunion. Donc, vous pouvez assister à distance à cette grande réunion le 26 mars à partir de 13h. Et puis, derrière, on va lancer des questionnaires auprès des financeurs, justement, mais aussi auprès des épargnants,
auprès des structures pour savoir quels sont leurs besoins, et puis essayer de faire récit commun à partir de ça, et de pouvoir faire un point d'étape au festival Faire Autrement, puisque notre but est de faire autrement sur justement les modalités de financement de nos projets qui contribuent à la transformation écologique juste, et puis au fur et à mesure de lever 1 milliard dans les mois qui viennent. L'opération Milliard sera effectivement représentée sur la table ronde quel financement pour Faire Autrement. Et puis le samedi après-midi, le 1er juin, il y aura aussi un temps dédié à l'opération. Merci Fanny Bénard. Merci. Toujours au sujet des sources de financement pour Faire Autrement, nous sommes à présent en ligne avec Guillaume Canu. Bonjour Guillaume. Bonjour Mickaël. Tu es associé du cabinet de conseil CMI Stratégie. Tu as notamment co-animé la Fabrique de la Finance au sein du Parlement des entrepreneurs d'avenir, qui sera également partenaire du festival. Et le jeudi 30 mai, tu interviendras pour présenter un état de l'art des différentes sources de financement pour les acteurs économiques qui s'engagent dans la transition. Comment savoir vers qui s'orienter en fonction de la nature de son projet, justement ? Alors oui, la question du financement, elle est centrale pour les porteurs de projets. C'est le cas pour en fait tout porteur de projet, de manière générale, et pour les projets dont l'intention est de faire autrement, il n'échappe pas à la règle. Alors ces projets, ils ont en commun une intention première de création de valeur environnementale et sociale. Et ils diffèrent par des besoins en financement et des perspectives qu'ils offrent à un financeur classique un tout petit peu différentes. La part des projets pour lesquels il existe un recours aux dons et aux aides publiques et c'est la seule manière d'y arriver est claire. Mais il y a surtout une majorité de projets en fait qui présentent une rentabilité intéressante avec un retour d'investissement qui souvent s'inscrit dans un temps long et parfois un tout petit peu plus faible que les attentes des investisseurs classiques. Mais dans un cas comme dans un autre, ce que l'on observe, en fait, c'est des processus de décision pour un financement par des acteurs traditionnels sur prêt en fonds propres, avec des mises en place de garanties qui sont souvent peu adaptées. Ce qu'on voit en parallèle, c'est une offre de financement durable qui se développe et c'est extrêmement positif via les mécanismes par des particuliers, en épargne collective de salariés, des investisseurs spécialisés. Et puis il y a toute une série de nouveaux venus, alors acteurs peut-être un peu classiques comme la BPI, mais qui sont des acteurs essentiels, des fonds d'investissement impact, les fonds solidaires ou du financement participatif. Donc les possibilités deviennent multiples, mais paradoxalement, ce qu'on entend souvent côté porteur de projet, c'est aussi la complexité, voire parfois une perception d'absence de financement adapté. Et certains investisseurs également se plaignent d'un nombre de projets dits à impact qu'ils peuvent percevoir comme parfois insuffisants. Donc on a bien, et la question est totalement pertinente, une question de savoir comment s'orienter en fonction de son projet. Et c'est une des questions à laquelle on va essayer de répondre pour permettre aux différents porteurs de projets de frapper à la bonne porte en fonction de leur sujet. Et sans rentrer dans les détails aujourd'hui, est-ce que tu peux juste nous énoncer les grandes tendances que tu évoqueras lors de ton intervention ? Alors pour moi, il y a deux grandes tendances en fait qui marquent le rapprochement de deux mondes. Un monde de la finance qui se rapproche de celui de l'ESS et des transitions, ou en tout cas qui s'ouvre à ce monde de l'ESS et des transitions, et réciproquement. Donc ils sont en train de faire un pas vers l'autre. Alors il y a une dynamique législative et réglementaire française qui aide, loi Hamon, loi Pacte, une accélération au niveau européen avec toutes les dispositions qui visent à outiller le Green Deal, qu'on va retrouver derrière les acronymes type CSRD, SFDR, etc., et qui devrait avoir une incidence assez significative sur notre économie. Et puis on a également les porteurs de projets qui perçoivent bien que cette question du financement est toujours aussi centrale et qui eux aussi vont et mettent en place des mécanismes, des projets, des associations qui permettent d'accélérer cette dynamique du financement. Très bien, merci Guillaume Canu. Au cours du festival, nous traiterons également de la comptabilité durable. Et pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Alexandre Rambaud. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre, tu es maître de conférence à AgroParisTech CIRED, co-directeur de la chaire comptabilité écologique, et tu interviendras sur la table ronde
quelle comptabilité pour faire autrement? Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots pourquoi faire autrement nécessite une évolution du système comptable? Oui, tout à fait. En fait, la question de la comptabilité est souvent renvoyée à quelque chose de très technique, un peu d'ailleurs avec une certaine idée de neutralité, c'est-à-dire que voilà, on va mettre des chiffres au niveau de l'entreprise pour calculer le profit, voilà, pour d'ailleurs aussi ça renvoie à des questions fiscales, mais derrière la question de la comptabilité est malheureusement, en tout cas ces dernières années, pas vraiment perçue comme le moteur de l'entreprise qu'elle est. En fait, ce qui se passe, c'est que la comptabilité, les systèmes comptables sont véritablement la compréhension, le langage fondamental des organisations, que ce soit les entreprises ou des organisations publiques, des ONG aussi. Et c'est quelque chose qui est rappelé régulièrement par un certain nombre de rapports officiels. Je pense au rapport l'entreprise objet d'intérêt collectif, qui a été un rapport commandé par plusieurs ministères pour le projet de la loi Pacte sur le plan d'action et de croissance et de transformation des entreprises. Et l'idée derrière la comptabilité, c'est que c'est au-delà de poser des chiffres et donc de renvoyer à la question de compter, c'est avant tout une question de poser une architecture, en fait une façon de savoir comment on s'organise. Donc c'est véritablement ça la comptabilité, et ça renvoie historiquement en fait depuis ses débuts, depuis la Mésopotamie, il y a une large anthropologie de la comptabilité à 4 fonctions qui sont qu'est-ce que l'on prend en compte. Donc la comptabilité, c'est avant tout une question de représentation et de classification de ce qui est important, intéressant de prendre en compte. C'est de quoi on est comptable, donc quelles sont les redevabilités, à qui on rend des comptes, donc structurer aussi la gouvernance d'une organisation qu'on souhaiterait d'ailleurs durable. Et à partir de là, on compte. Mais le chiffre, en fait, est un instrument, un moyen pour accompagner un pilotage. Un pilotage en fonction de là où on veut aller et à partir de quoi, en fait, on va structurer cette organisation. Et alors, on pourrait se dire, bon, c'est quelque chose qui est très, très connecté au capitalisme. En fait, toutes les sociétés ont eu des systèmes comptables par rapport à leur propre vision de l'organisation. Et même sur la question de faire autrement, c'était Karl Polanyi, donc le grand économiste, qui expliquait la problématique centrale du socialisme, c'est la question comptable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer sur une théorie, un changement socio-économique, si on ne modifie pas le système comptable, parce que c'est le cœur même de ce qu'est l'architecture, le squelette de l'organisation. Donc c'est ça, en fait, la question comptable. C'est si on veut mettre en place une vraie société soutenable, il est nécessaire de modifier de fond en comble nos organisations et d'en changer l'architecture. Et donc, c'est ça la comptabilité. Alors, tu le disais, effectivement, on entend parler de la comptabilité durable depuis quelques années avec parfois ce sentiment que c'est un sujet un peu académique ou réservé aux grands groupes. En 2024, quel est ton constat? Est-ce que des PME sont passées à la comptabilité durable? Est-ce qu'on a des ordres de grandeur sur le nombre de structures qui ont franchi le pas? Oui, alors cette question de la comptabilité durable, qui est effectivement là, alors je parle de la comptabilité en elle-même, qui est une très vieille question. La comptabilité durable ou les questions socio-environnementales dans la comptabilité, ça fait 50 ans qu'il y a de la recherche et de l'expérimentation, y compris dans des petites structures. Les premières expérimentations, c'est 1972. C'est pas juste maintenant. Alors, ce que l'on voit à l'heure actuelle, c'est par contre un passage dans le réglementaire et une très forte institutionnalisation au niveau international par le prisme des normes comptables de durabilité, avec les normes au niveau européen, alors ce qu'on appelle les ESRS, les European Sustainability Reporting Standards, avec le projet concurrent de l'ISSB, l'International Sustainability Standard Board. Et donc déjà, on passe à un niveau réglementaire. Là, ça va concerner au niveau européen, par exemple, non seulement les grandes structures, mais à terme, dès 2026, les PME cotées.
Et par effet d'entraînement, parce qu'il y a une obligation d'intégrer les données de la chaîne de valeur, il va y avoir un phénomène, on parle de ruissellement, c'est-à-dire que un certain nombre de PME qui sont dans la chaîne de valeur de donneurs d'ordre vont se retrouver à devoir intégrer ces normes de durabilité. Donc ça, c'est l'effet réglementaire. Maintenant, sous un prisme de transformation volontaire, mais pour pouvoir aller au-delà du réglementaire et prendre en compte notamment les lignes planétaires, prendre en compte les enjeux très fortement de décence au travail. En fait, le projet CARE, donc qui est porté par la chaire comptabilité écologique et par le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui est aligné avec les normes de durabilité européennes et qui prend en compte comment on change l'architecture des organisations sur la base des limites planétaires de la décence au travail, est un projet en fait opérationnel qui est de plus en plus mis en œuvre, y compris dans des PME. Et on a des exemples actuellement de PME qui changent leur système comptable à partir de ce principe de la comptabilité CARE, qui signifie Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, donc une comptabilité intégrée dans les respects d'écologie. Merci beaucoup Alexandre Rambaud. Merci. On le voit, c'est un vaste sujet et le festival sera l'occasion de rentrer plus dans le détail. Entreprise et régénération, qui est le thème de l'émission et qui sera abordé le 30 mai au festival, peut parfois donner le sentiment que la régénération est une simple expression à la mode. Mais pour voir que derrière, il y a un véritable concept qui est de plus en plus documenté, nous allons en parler avec Bertrand Thuillier. Bonjour Bertrand. Bonjour. Bertrand Thuillier, tu es chargé de recherche-action chez Lumia, un centre de recherche et de formation dédié à l'entreprise régénérative. Et tu viendras nous présenter l'étude récemment publiée par Lumia qui s'intitule « L'entreprise à visée régénérative ». Sans rentrer trop dans le détail aujourd'hui, comment tu définirais brièvement ce concept d'entreprise régénérative ? Alors déjà, avant de définir le concept, je pense qu'il faut définir ce qu'est la régénération. La régénération, c'est une capacité qui est propre au vivant de s'auto-réparer. Elle n'existe pas en fait dans le monde je dirais matériel, mais le vivant, il a aussi une autre capacité, c'est des capacités de régulation du climat, de régulation des pollutions atmosphériques, de la qualité de l'eau, etc. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que par nos activités humaines, on a déstabilisé le système Terre au point que les scientifiques nous disent qu'on a dépassé 6 et qu'on a dégradé 6 des 9 processus qui régissent l'équilibre de ce système. Et pour autant, on n'a pas réussi, en dégradant ces systèmes, à fournir les besoins minimums vitaux dont chaque être humain a besoin. Et on n'a pas assuré en fait ces besoins à la fois en fait d'épanouissement, d'équité et autres. Et l'entreprise à visée régénérative, c'est donc une entreprise qui va s'inscrire dans une coévolution avec le vivant pour s'appuyer justement sur ses capacités à réparer et à réguler le système Terre. Donc l'entreprise à visée régénérative, elle va engager d'abord 2 mouvements. Un premier mouvement, et de façon concomitante, un premier mouvement qui est la réduction de ses impacts socio-écologiques négatifs, et ça jusqu'au seuil incompressible, c'est-à-dire au seuil défini par la science. Et un second mouvement de développement d'impact positif, en s'appuyant sur justement ses capacités de régénération du vivant. Et donc, elle va se reconnecter au vivant non humain par plusieurs voies. Ça peut être par le sourcing, par exemple. Ça peut être aussi en remplaçant des processus physico-chimiques par des processus biologiques. C'est aussi en intégrant dans ses infrastructures le vivant, ou encore en finançant des projets de régénération d'écosystèmes et en l'intégrant dans son modèle économique, ce qui peut-être fait la différence avec la compensation. Et sans rentrer dans les détails, c'est aussi une entreprise qui va répondre à plusieurs principes. Et il y a un principe qui nous est cher, c'est la création de valeur étendue, c'est-à-dire de créer de la valeur au-delà de la valeur monétaire et simplement capitalistique. Ça peut être aussi de s'appuyer sur les services écosystémiques, c'est-à-dire les services qui sont rendus par la nature, par exemple pour stocker du carbone, séquestrer du carbone. C'est aussi une entreprise qui va chercher un équilibre entre la performance et la robustesse. Et donc, pour cela, elle va aussi s'appuyer sur des relations vivifiantes. Et puis, si je terminerai peut-être par là, c'est une entreprise qui va créer les conditions
pour que le vivant, en fait, non humain et humain, puisse exprimer son plein potentiel. Et là, par exemple, c'est de donner les moyens à ses collaborateurs d'exprimer leur talent. Et donc, cette entreprise à visée régénérative, pour qu'elle advienne, nous sommes convaincus qu'on ne peut pas le faire à isomodèle économique. Et donc, on doit sortir de la logique volumique, on doit sortir de la croissance économique, et on doit être en capacité de s'auto-limiter. Donc voilà en fait ce qu'est une entreprise à visée régénérative. Alors, tu viens d'y faire allusion à l'instant sur les enjeux de management. J'en profite pour souligner que tu interviendras sur la table ronde gouvernance, leadership et management qui sera animée par Luc Breton qui était avec nous dans le studio tout à l'heure. Sur la partie management, en quoi pour toi c'est une condition sine qua non sur la capacité à changer de modèle ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'aucun manager n'a jamais appris à promouvoir la vie ni à la considérer comme le cœur de sa mission. Aucun manager ne sait spontanément entrer en coévolution avec le vivant. Et dans la révolution régénérative qui démarre, on sait qu'en plus, tout est incertain. On est sur des concepts dont je viens de parler précédemment qui sont encore flous. Et aujourd'hui, ça n'est pas la norme. Donc, on a besoin en fait de leaders, de managers qui sont des leaders capables de rêver demain, de communiquer leurs rêves. On a besoin de leaders qui vont incarner ce paradigme et qui vont être modélisants pour leurs équipes, donc qui doivent l'incarner réellement en fait au fond d'eux, donc qui doivent faire renaître la vie qui est en eux. Des leaders capables de communiquer aussi en fait à la fois le pourquoi, donc de donner du sens et puis d'éclairer le comment. Donc ça remet en question en fait ce management et ce leadership. Et donc nous on parle de leadership régénératif et c'est celui qui décide, qui agit, qui inspire parce qu'il est déjà en train de faire advenir ce paradigme et c'est celui qui favorise la vie en lui, autour de lui, au sein des systèmes vivants avec lesquels il interagit. Ça c'est la définition que nous on donne chez Lumia de ce leadership, de ce leader régénératif. Merci beaucoup Bertrand Thuillier. On signale également que l'étude de Lumia est disponible sur votre site internet en libre téléchargement pour se préparer à l'atelier du 30 mai. Merci Bertrand. Merci, au revoir. Pendant le festival, donc le 30 mai, nous aurons un atelier sur l'hybridation des modèles et nous aurons une présentation notamment des joint ventures sociales JVS avec Social Cobiz, suivie d'une intervention de Jean-Marc Florin qui est avec nous dans cette émission. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Jean-Marc, tu es directeur associé de l'Union régionale des coopératives, des sociétés coopératives. Et tu viendras décrire justement le modèle des SIC et des SCOP dont on entend de plus en plus parler. Selon toi, en quoi elles répondent particulièrement aux enjeux de transition ? Je pense que par rapport à la transition, il y a plusieurs volets. Donc peut-être rappeler ce que sont les SCOP et les SIC. Les SCOP et les SIC sont d'abord effectivement des sociétés commerciales sous forme de SARL, SAS ou SA, et elles adoptent des principes coopératifs. Les principes coopératifs sont au nombre de 7. Ils sont d'ailleurs définis par l'Alliance coopérative internationale. Le premier principe, c'est effectivement une adhésion volontaire à la coopérative, ou à la société. La deuxième, c'est que l'entreprise est contrôlée par ses associés et sur la base d'une personne égale une voix. Le troisième volet, ou le troisième principe est très important puisqu'il y a nécessairement dans les SCOP et les SIC une partie significative des bénéfices qui sont affectés en réserves impartageables. Ces réserves impartageables ne sont donc ni distribuables aux associés ni aux salariés. Et donc, du coup, elles constituent effectivement un fonds de réserve permettant financièrement la pérennité de la coopérative, moins visant sa pérennité, et aussi la transmission de la coopérative aux générations futures. Le quatrième principe, c'est une exigence d'indépendance. C'est d'ailleurs pour ça qu'effectivement, maintes coopératives sont sur le secteur marchand et interviennent effectivement dans l'économie dite entre guillemets traditionnelle. Elles ont un principe aussi de veiller à l'éducation économique et stratégique
de leurs associés, afin qu'ils puissent effectivement définir une stratégie pour la coopérative en termes de développement ou de consolidation. Elle veille aussi à coopérer entre elles le plus possible, alors soit directement, soit indirectement par la mise en place de structures tierces. Par exemple, c'est le cas dans le mouvement SCOP où les coopératives abondent un fonds financier. Elles abondent tout un fonds financier qui s'appelle Socoden, et c'est Socoden effectivement qui intervient dans les différentes coopératives en termes d'appui financier, que ce soit pour de la consolidation ou du développement. Et puis enfin, elles œuvrent au développement durable de leur activité, puisque la logique d'une coopérative, c'est bien effectivement d'être transmise ou d'être intergénérationnelle et de ne pas simplement exister pour un temps défini. Donc sur le volet social, sur la transition sociale, effectivement, ces principes coopératifs permettent aux salariés et aux salariés associés, effectivement, de s'engager dans une démarche de durabilité par rapport à la gestion sociale, effectivement, de la coopérative. Sur la question de la transition énergétique, qui est un deuxième volet sur lequel, effectivement, on travaille en tant que syndicat professionnel avec les coopératives, il y a, me semble-t-il, effectivement, trois volets. Donc, premier volet, la question de l'isolation des bâtiments. Donc, réduire, effectivement, la consommation énergétique et réduire aussi l'empreinte carbone des entreprises. Il y a un deuxième volet qui est la production par elle-même d'énergie. Et alors, soit en la remettant sur le réseau, soit en réalisant de l'autoconsommation. Et le troisième volet, c'est bien évidemment la gestion des déplacements et notamment la gestion des flottes de véhicules, surtout lorsqu'on est dans des secteurs tels que la construction, le BTP ou l'industrie. La difficulté sur ce volet-là réside en termes de freins. Premier frein, c'est que toutes les coopératives ne sont pas propriétaires de leur bâti. Donc ça pose des difficultés effectivement d'évolution concernant ce sujet, puisque dès lorsqu'on parle effectivement de production énergétique, d'isolation des bâtiments, de mise en place de bornes de recharge électrique, etc., si on n'a pas un propriétaire effectivement compréhensif, entre guillemets, ça veut dire que c'est la coopérative qui doit effectivement réaliser des investissements dans un bâti qui ne lui appartient pas et qui donne donc par impact une valorisation à ce bâti. Voire parfois, le propriétaire ne souhaite pas, effectivement, n'autorise pas la mise en place de ces travaux d'amélioration. Le deuxième volet en termes de frein, c'est qu'il ne faut pas se leurrer, ces investissements, même lorsque la coopérative possède son bâti, nécessite un soutien des appuis financiers, un accompagnement financier. Et il est clair que si la coopérative n'est pas dans une situation financière qui lui permet de faire face à ses remboursements, donc dans une capacité d'autofinancement satisfaisante, elle ne pourra pas réaliser effectivement ces investissements. Oui, ça fait écho à la table ronde, quelle source de financement pour faire autrement qui était évoquée en première partie de cette émission, et effectivement qui est un vaste questionnement. Et en France aujourd'hui, il y a combien de SIC et de SCOP approximativement ? Alors, c'est pas approximativement, il y a un rapport d'activité de la CGSCOP qui est disponible, de la Confédération générale des SCOP, qui est disponible sur son site. Il est très précis. Il y a 4495 sociétés coopératives, SCOP et SIC en France, sur le territoire national. Et ça pèse actuellement de près de 85 000 emplois, exactement 84 294. Ça, c'est le rapport d'activité de 2023 qui a été produit effectivement par la Confédération générale des SCOP. Et ce sont des chiffres plutôt stables ou en progression importante ? Alors, l'année 2023 a connu effectivement quelques difficultés, que ce soit en termes de pouvoir d'achat par les taux d'inflation, que ce soit en termes d'accès au crédit. On a vu une envolée significative des taux de
des taux d'emprunt, des taux d'intérêt sur les emprunts. Moi, je suis en train de faire le rapport d'activité là actuellement des Hauts-de-France. Je m'aperçois que l'effet levier aussi des investissements est beaucoup plus faible que par rapport au passé. C'est-à-dire qu'on passe vis-à-vis des banques, lorsque sur les 4 dernières années, lorsque le mouvement coopératif mettait 1 euro, investissait 1 euro à travers ses outils financiers dans les coopératives, on arrivait à avoir un effet levier quasiment de 4 vis-à-vis des partenaires bancaires. Là, le ratio que je trouve aujourd'hui sur l'année 2023, on est tombé effectivement à 2. Donc, ça veut dire effectivement qu'il y a une plus grande difficulté des coopératives d'accéder, alors pas que des coopératives, je pense que des entreprises en général, d'accéder effectivement au crédit. Et il y a une plus grande frilosité ou une plus grande exigence effectivement des partenaires bancaires sur l'effet levier. Donc ça pose effectivement aujourd'hui, dans le contexte actuel, des difficultés en termes de perspective et de développement. Très clair, merci beaucoup Jean-Marc Florin. Alors pour aspirer à devenir une entreprise à visée régénérative, il est important de développer la culture de l'organisation apprenante, qui est un sujet que connaît bien Jean-Luc Guillot, qui est avec nous actuellement. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Jean-Luc, précédemment, tu étais délégué général au réseau de Germe pendant un peu plus de 16 ans. Et récemment, tu as cofondé l'entreprise Matkala pour justement accompagner les organisations sur le management de leur collectif. Et tu es aussi actif au sein de Sol France, qui est une association dédiée à l'organisation apprenante, qui va être l'objet d'un atelier que tu vas animer au festival. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous dire ce qu'est une organisation apprenante ? Oui, alors en quelques mots, ce serait un sacré exercice, mais en tout cas, ce qu'on peut dire sur une organisation apprenante, c'est que la définition de Peter Senge en 91, quand il a travaillé ce concept d'organisation apprenante, était la suivante. Une organisation apprenante est une organisation qui augmente continuellement sa capacité à créer son futur. Et finalement, c'est une organisation qui cultive les 5 disciplines de l'organisation apprenante, telles que Peter Senge les a mises en lumière. Le premier, c'est la maîtrise personnelle, c'est-à-dire qu'en fait, l'organisation permet à la fois de clarifier les visions individuelles, personnelles des individus dans une organisation, mais aussi la vision, l'approche de la réalité telle qu'elle est vécue par les membres d'une équipe, d'une organisation. La deuxième discipline, c'est la vision partagée, qui permet de garder le cap collectivement, puis de relier des individus ensemble autour d'une vision commune. La troisième discipline, c'est celle des modèles mentaux, celle qui consiste à prendre du recul sur les croyances, les préjugés, les modes de pensée, les schémas du passé aussi dans une organisation. La quatrième discipline, c'est celle de l'apprentissage en équipe, de l'apprenance en équipe en fait. Comment on se nourrit de l'intelligence collective. Et puis enfin, la cinquième discipline, et c'est pour ça que le livre de Peter Senge s'appelle La cinquième discipline, c'est la pensée systémique, c'est la prise de conscience des interrelations et de la capacité à voir les problèmes dans leur ensemble. Et finalement, une organisation apprenante est une organisation qui est capable de clarifier ses aspirations, d'apprendre en équipe, de revisiter ses croyances, ses biais, de comprendre la complexité. C'est une organisation aussi qui a pour objet de réflexion, qui se prend pour objet de réflexion finalement et qui devient capable de produire ses propres connaissances, ses propres compétences. C'est une organisation aussi, au fil du temps, je me rends compte, qui considère que lorsque je travaille, j'apprends. Lorsque j'apprends moi-même, bien je travaille aussi. Et puis lorsque je forme les autres, à la fois je travaille et j'apprends. Et ça, c'est une organisation qui est capable de se mettre dans cette posture. C'est une organisation également qui détecte et corrige ses erreurs. Une organisation qui pense à une progression collective en organisant des apprentissages individuels et collectifs. Et surtout qui est capable de les capitaliser et de les diffuser, ces apprentissages, au sein de l'organisation. On aime bien dire chez Sol qu'une organisation apprenante, c'est une organisation dont le collectif il est finalement
en perpétuel développement de projets, de potentiel humain, de création, et ça permet d'investir dans une forme de développement continu du collectif. Et c'est une organisation aussi qui s'est créée des imaginaires collectifs, hein, de mettre des corps en mouvement, de créer des vibrations collectives, de donner l'envie de se réinventer individuellement et collectivement. C'est tout ça, une organisation apprenante. Et l'atelier, comment il va se dérouler ? L'atelier, il va se concentrer sur les équipes apprenantes, qui est une des dimensions de l'organisation apprenante. C'est le point de départ d'une organisation apprenante. Et l'atelier va permettre d'explorer ce sujet d'une équipe apprenante avec une démarche qui s'appelle Cap 5D, qui est une démarche qui a été lancée en 2023 par l'association Sol France pour accompagner des équipes en fait sur le chemin de l'apprenance. Et on va travailler au cours de cet atelier sur les caractéristiques d'une équipe apprenante, comment faire un diagnostic avec le test Cap 5D, comment mettre en place des dynamiques d'équipes apprenantes et pour quels bénéfices. Voilà ce que nous allons faire durant cet atelier. Merci beaucoup Jean-Luc Guillou. Et donc on se donne rendez-vous le 30 mai pour y participer avec grand plaisir. Pour terminer cette émission, nous sommes avec Jean Carinti, qui est cofondateur du tiers-lieu innovation rurale L'Ermitage, qui est également dans le comité d'organisation du festival. Bonjour Jean. Bonjour. Bonjour Mickaël. Alors Jean, dans le cadre du festival, actuellement tu prépares une programmation autour des 17 objectifs de développement durable, notamment en collaboration avec l'ONG Acted et avec Convergence. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors peut-être pour préciser ce qu'est Convergence, qui n'est pas forcément connu de tout le monde, c'est un forum international qui a été fondé il y a 15 ans par un consortium d'ONG, dont Acted, un consortium d'entreprises aussi, autour de la convergence entre les objectifs du développement durable, les entreprises, le monde associatif, les administrations. Ça se déroule chaque année au Palais Brognard en septembre. Ça se déroule aussi un peu partout dans le monde, puisque Convergence, c'est aussi le forum de l'Alliance mondiale 3.0 pour zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté, qui était à l'initiative de l'ONG Acted. Et donc, on leur a proposé, puisqu'ils sont partenaires de l'Ermitage, de venir rejoindre Faire Autrement à Guise pour s'occuper de la programmation ODD 3.0, et ils viennent le jeudi 30 mai. Et il y a donc Luis Oquignano, qui est membre de l'ONG Gawad de Kalinga, qui est un des gros partenaires de l'Alliance mondiale 3.0, qui est une ONG philippine, qui va venir ouvrir cette journée le 30 mai au matin avec un keynote assez intéressant sur la nécessité justement de concilier l'agenda de lutte contre la pauvreté et l'agenda de lutte contre le changement climatique, et de ne pas oublier que le Sud global n'a pas été grand émetteur de CO2, et qui pour autant l'enjeu de la lutte contre la pauvreté est essentiel à l'avenir de ces sociétés. Donc c'est une introduction. Ensuite, il y a également Cinéma for Change qui va se délocaliser à Guise, qui est un grand festival de cinéma qui est connu des gens qui sont engagés dans la lutte contre le changement climatique. Ils vont proposer la sélection de cette année. Il y a également des Tunisiens qui vont nous rejoindre, des jeunes Tunisiens du club 3.0 Tunisie, avec les universités tunisiennes, avec Will of Sousse, une association qui a été impliquée dans la transition démocratique en Tunisie. Voilà, c'est quelques exemples. Il y a aussi UN Habitat, United Nations Habitat Programme, qui va venir faire une table ronde d'assez haut niveau sur les enjeux de lutte contre la destruction de la biodiversité et en même temps de réponse aux besoins de logement. On est en plein cœur de ce qu'on appelle en France le zéro artificialisation nette, qui est une des conséquences de la loi climat et résilience. Comment concilier le besoin de logement et la sobriété foncière. C'est des sujets, mais il y aura d'autres choses qui vont s'enrichir, qui vont enrichir la programmation d'ici là. Et au-delà du 30 mai, il y a aussi une autre thématique importante au festival, qui est la thématique des lieux hybrides et des communs de proximité que tu connais bien. Tu le vis au quotidien. En quoi ces espaces, de manière générale, participent des transitions dans les territoires ? Mais d'abord, ce sont des lieux qui pensent une nouvelle manière de faire ensemble. C'est vraiment très particulier et très original et surtout très massif aujourd'hui, les tiers-lieux. On a en France un maillage territorial assez impressionnant de lieux hybrides, de tiers-lieux, d'écolieux. On pense qu'il y en a plus de 10 000 en France. Il y en a 3 000 à peu près répertoriés, mais ça pousse comme
comme des champignons. Et heureusement, parce que c'est une aspiration forte de la société civile, des individus de s'organiser collectivement en proximité, au premier kilomètre, comme on dit. Donc ces tiers-lieux, en fait, on va parler de leur mandat potentiel, de leur rôle pour générer des communs de proximité, notamment dans le domaine de la lutte contre la destruction de la biodiversité, donc comment travailler autrement en proximité dans le monde rural, les questions de production agricole, du champ à l'assiette. On a également des enjeux autour de la préservation des espaces forestiers et de la conciliation des besoins de production avec les besoins de préservation des écosystèmes. On a aussi des enjeux sociaux avec les espaces de vie sociale, les centres sociaux. On a des enjeux autour du patrimoine. En quoi les lieux hybrides à forte symbolique historique, que sont par exemple des anciens châteaux, des anciennes usines, peuvent être des lieux appropriés pour gouverner ensemble un territoire. Donc c'est assez provocateur d'un certain point de vue, mais ça montre que en fait, se réorganiser collectivement en proximité est une aspiration forte des individus aujourd'hui dans les transitions qui sont en train de se mettre en œuvre. Et donc le samedi matin, il y aura une table ronde importante qui posera la question de en quoi les tiers-lieux sont des vecteurs, des écrins des communs de proximité. En quoi cet enjeu est un enjeu majeur de gouvernance démocratique dans les territoires et de régénération démocratique. Et puis après, vous allez avoir des thématiques distribuées. Il y a un programme qui s'appelle Pouvoir d'agir en tiers-lieu qui réunit une dizaine de tiers-lieux en France qui va venir faire son AG en fait et partager les résultats de son travail. Vous allez avoir des gens, je vais parler un peu de patrimoine mais aussi d'hospitalité, en quoi les lieux hybrides les tiers-lieux sont des espaces dans lesquels on réinvente l'hospitalité inconditionnelle. On peut accueillir dans la même journée dans un lieu d'hôtellerie, un peu comme étaient les hôtelleries il y a très longtemps, quelqu'un de très aisé qui vient, qui est assez à l'aise dans la vie, qui vient pour un séminaire, et puis quelqu'un de très très modeste qui vient d'arriver de très loin en grande détresse, des gens qui sont en arrivée de migration. Comment les lieux hybrides peuvent permettre de concilier ces besoins et pas être des lieux de cloisonnement, des lieux de silos où on norme tout, où on fait tout dans des petites cases. Voilà, c'est un peu l'idée de faire tiers-lieu et d'être lieu commun de proximité que cette journée du 1er juin, pardon. Et puis surtout, ça va aller vers une initiative dont je pense que tu parleras un peu, qui s'appelle le milliard pour une transition juste, parce qu'on pense que les tiers-lieux peuvent être vraiment les relais de proximité pour faire remonter les besoins, un peu comme des moyens de savoir vraiment de quoi ont besoin les gens et également pour faire atterrir les financements dans des conditions de transparence et d'efficience les plus opérationnelles. Oui, effectivement, on était avec Fanny Bénard pour parler d'Opération Milliard dans le studio il y a un instant. Merci beaucoup Jean Carinti, vaste programme. Hâte de te retrouver pour la suite des préparatifs. Merci à vous et au plaisir de se retrouver à Guise, qui est quand même un lieu incroyable pour organiser des événements qui ont du sens, quoi. Bonne journée à tout le monde. Merci Jean. L'émission touche à sa fin. Un grand merci aux équipes du moment pour l'enregistrement de cette émission. Emmanuel Demisco, Aymeric Poitvin et Nicolas Bigard. Merci également à tous nos intervenants pour avoir donné, je l'espère, envie à nos auditeurs et nos auditrices de venir au festival. Rendez-vous sur le site internet faire-autrement.fr pour avoir toutes les informations pratiques et surtout pour s'enregistrer. C'est important pour nous de savoir combien de personnes seront présentes. On attend plus de 3000 participants pendant le festival. On a hâte de vous y retrouver. À très bientôt.